Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christophe Alliot. Alors aujourd'hui, je travaille au BASIC. Je suis un des cofondateurs de cette organisation. On aura l'occasion d'en discuter cet après-midi. Le BASIC, c'est une petite société coopérative, centre de recherche basé à Paris, qui travaille sur la question des chaînes de valeur. Mais avant ça, je suis bénévole à Ingénieurs sans frontières depuis 1996, donc ça va bientôt faire 25 ans. Et j'ai été président de la fédération de 99 à 2002. Et j'ai été représentant de la fédération Ingénieurs sans frontières à Max Havelaar France depuis, si je dis pas de bêtises, de 99 à 2006. Et après, j'ai travaillé à Max Havelaar aussi avant de travailler au BASIC. Donc, je travaillais à Max Havelaar et puis dans la fédération Fairtrade de 2006 à 2011. Et je suis parti en 2011 pour cofonder le BASIC, où je travaille depuis. Donc, ça vous donne les différentes casquettes et les différents endroits d'où je parle. Donc, à la fois ingénieur sans frontières, à la fois une expérience assez longue à Max Havelaar et à Fairtrade, et puis aujourd'hui, un regard extérieur d'analyse sur le commerce équitable. Ce qui m'a été demandé ce matin, et puis on va faire à deux voix, comme tu disais bien avec Tanguy, c'est de vous dire derrière, en complément de ce qu'a dit Julie, un peu des éléments d'historique, notamment par rapport à Ingénieurs sans frontières. Par contre, je vais commencer l'histoire. Je vais vous faire une histoire parallèle du commerce équitable et puis d'Ingénieurs sans frontières là-dedans, pour voir en fait d'où on est parti, et ça permet d'éclairer beaucoup des débats, je pense, qu'on a actuellement et qu'on va avoir dans la continuation de la matinée avec les différentes sessions. D'abord, pour rappeler que le point de départ du commerce équitable, c'est, on va dire, c'est les 25-30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Les toutes premières initiatives qui se réclament de ce mot-là, on peut même les tracer aux États-Unis en 1946. Donc, c'est vous dire un peu l'ancienneté, c'est l'association 10 000 villages, 10,000 villages, et on est à l'époque, bien évidemment, dans un tout autre contexte même de pensée. Hein. On est véritablement à l'époque dans l'aide aux pays au développement. On est encore sur vraiment oui, cette logique d'aide, et du coup, via l'artisanat d'un certain nombre de pays, de pouvoir venir en support à un certain nombre de communautés villageoises, Palestine, Haïti, ce genre de choses. Et le véritable essor de cette dimension qui passe par la création de boutiques et de ventes d'artisanat, c'est les années 60, c'est l'association Oxfam en Angleterre, donc qui est lui encore aujourd'hui l'une des principales ONG de solidarité internationale au niveau mondial, qui crée un premier réseau de boutiques et qui va faire des petits, et notamment en France, c'est 1974, 10 ans plus tard, qu'on a Artisans du Monde, qui va se créer, inspiré de l'exemple et de ce que fait Oxfam. Donc, on a véritablement un point de départ très spécifique du commerce équitable. Et en fait, on a un changement de contexte qui va avoir lieu dans les années 1980, qui permet d'expliquer un peu là où on en est aujourd'hui. Ce changement de contexte, c'est alors, vous êtes beaucoup trop jeune, mais si vous avez peut-être vu ça côté histoire, l'histoire économique mondiale, elle est quand même marquée par les années 80, par un très grand mouvement de libéralisation économique, de ce qu'on a appelé la dérégulation, c'est-à-dire qu'on a petit à petit démantelé la capacité des États, notamment des États d'Europe de l'Ouest et aux États-Unis, de réguler le commerce par volonté politique. C'est l'époque de dirigeants comme Reagan aux États-Unis ou Thatcher en Angleterre. Et c'était véritablement une grande vague. Cette grande vague, elle est très importante à comprendre parce qu'elle a amené la quasi-destruction d'un certain nombre d'organes de régulation internationaux, notamment sur des grands produits qui nous viennent de pays tropicaux, comme le café, comme le cacao, le sucre, le coton. Et ça va avoir un effet de baisse extrêmement rapide, très forte, et de fluctuation des cours mondiaux de ces denrées, avec un impact extrêmement fort sur tous les producteurs agricoles qui en vivent et qui sont par millions dans pas mal de pays du Sud. Et ça, c'est le ferment de la création justement de ce qui sera l'initiative Max Havelaar. Et c'est intéressant de savoir le point de départ, parce que ça part d'une coopérative au Mexique, et c'est elle qui vient en Europe. Donc c'est une initiative qui vient du Sud, et qui vient démarcher, et qui vient dire aux acteurs en Hollande, globalement, si je fais très simple, qu'ils disent on va crever la gueule ouverte si vous n'êtes pas capable de nous ouvrir des marchés à des conditions satisfaisantes pour qu'on puisse en sortir, parce que là, nos prix ont été divisés par 4, et tout simplement, on va s'enfoncer dans une pauvreté sans fin, et on ne va pas s'en sortir. Et ils interpellent clairement la responsabilité de tous les acteurs en Hollande, et notamment
de ceux qui font le café, qu'on appelle les torréfacteurs, parce que c'est par là que ça démarre. Et de là va sortir un code de déontologie, une espèce de code de bonne pratique entre justement, d'un côté, cette coopérative-là, sur la façon dont elle fonctionne, sa démocratie interne, et de l'autre côté, l'engagement de ceux qui vont vendre le café en sachet aux consommateurs. Un certain nombre de marques s'engagent. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette initiative qui part vraiment du terrain va donner des petits très vite. Et surtout, il va y avoir véritablement une dynamique, une envie de la part de plein de mouvements sociaux un peu partout en Europe de l'Ouest et après aux États-Unis de créer leur propre initiative à l'image de celle-là. Et Max Havelaar France, c'est ça. En fait, la première initiative en Hollande, elle démarre en 87, dans ce contexte de libéralisation internationale. Et c'est 5 ans plus tard, en 92, qu'arrive ce que disait Julie tout à l'heure, ou toi, je ne sais plus, le Max Havelaar en France. Et ce qui est intéressant de savoir pour Ingénieurs sans frontières, là maintenant je vais refocaliser sur la fédération, c'est que c'est une initiative qui vient du local. En fait, c'est le groupe de Rennes. Donc tout ça, ça part véritablement du terrain depuis ses débuts, depuis ses tréfonds, quoi. C'est le groupe de Rennes qui discute avec un prof qui s'appelle Guy Durand, qui est à l'école d'agro, qui se trouve être président d'une autre ONG qui s'appelle le SIGDA, qui aujourd'hui est Agronome Vétérinaire sans frontières. Et puis, ils ont aussi le groupe Peuple Solidaire, aujourd'hui ActionAid, de Rennes aussi. Et les trois veulent créer un Max Havelaar en France. Et le groupe de Rennes, Ingénieurs sans frontières, va même faire pression pour que ce soit la fédération qui s'engage. Et ils vont venir au conseil d'administration et pour pouvoir défendre le projet en disant il faut passer à une autre dimension. Il y avait un petit peu déjà de travail des groupes locaux avec des boutiques artisans du monde, mais il y a véritablement l'envie à l'époque, en partant de terrain, une envie vraiment d'aller démocratiser le commerce équitable, d'aller l'amener auprès de beaucoup plus de consommateurs et, en ce qui concerne Ingénieurs sans frontières, auprès des étudiants. Moi, je suis arrivé à Ingénieurs sans frontières, comme je disais, en 96, donc je suis vraiment arrivé en tant que jeune étudiant d'école d'ingénieur, vraiment dans cette première mouvance, où vraiment c'était du travail de terrain, de la sensibilisation auprès des lieux de vente pour les engager, que ce soit des supermarchés locaux, moi j'étais à Angers, des boutiques de brûleries de café, des épiceries, pour les convaincre de mettre les produits de commerce équitable en rayon, tout simplement. Beaucoup de sensibilisation des jeunes, des étudiants, mais plus au-delà des écoles d'ingénieurs, sur les campus, et avec le soutien souvent des groupes locaux, comme je disais, le Peuple Solidaire ou d'autres ONG, et puis des liens avec Artisans du Monde, parce que tout ça était un tout depuis le début. Là, on est dans ces années 90, et en fait, ce qui va se passer, ça c'est intéressant pour comprendre la suite, c'est que ce qui se passe en France se passe un peu partout en Europe de l'Ouest, et en fait, plein d'initiatives se démultiplient, ce qui est extrêmement positif. Donc, on a plein de Max Havelaar dans 4-5 pays. On a d'autres qui s'appellent Transfert, notamment en Allemagne, en Autriche, qui vont prendre un autre nom parce qu'ils viennent d'autres d'ailleurs. Ils viennent pas du café, ils viennent d'initiatives sur le thé qui vient d'Inde, des plantations. En Angleterre, ça s'appelait Fairtrade. C'est déjà là que le nom commence à arriver en un seul mot. Et en fait, comme ça se démultiplie, vous avez vite 15 initiatives. Et en fait, ce qui est assez marquant dans l'histoire du mouvement, c'est que si on reste maintenant sur cette partie de ces produits tropicaux, donc là je ne parle plus des boutiques, ces initiatives qui commencent à avoir un peu de succès, elles posent un vrai problème aux producteurs qui est qu'elles n'ont pas de cahier des charges unifié. C'est-à-dire que les Anglais ont leur cahier des charges, les Français ils ont le leur, qui n'est pas tout à fait le même que celui des Hollandais du départ, etc. Chacun a un peu ses critères en fonction de son univers culturel. Et c'est sous pression des producteurs qui disent que c'est complètement contre-productif, qu'eux, ils passent plus de temps à respecter les engagements et dans cet univers foisonnant, que vraiment sous pression va se créer le premier cahier des charges unifié, qui était un gros travail dans les années 90 et qui va sortir pour la première fois en 97. Donc là-dedans, ISF contribue à cette création à travers le représentant qui était à l'époque, moi je n'y étais pas encore, au conseil d'administration de Max Havelaar France. Max Havelaar France, il contribue à ça, ainsi que les autres Max Havelaar, pour enfin avoir un seul cahier des charges qui soit le même, quoi. Sauf que tout ça ne va pas résoudre le problème, puisqu'on a beau avoir un seul cahier des charges, on continue à avoir des contrôleurs, des inspecteurs différents. Et ben, du coup, rebelote, les Suisses ne contrôlent pas comme les Français, ne contrôlent pas comme les Belges, etc. Et du coup, repression des producteurs. Et enfin, en 2002, un seul organe pour vérifier les cahiers des charges, ce sera Flowcert. Donc, on voit vraiment une poussée par les producteurs qui met sous pression les différents Max Havelaar qui ont des noms très différents suivant les pays pour essayer de s'entendre un minimum pour que ce soit pas contre-productif sur le terrain, mais ça se fait dans la douleur parce que c'est toujours difficile. C'est comme la construction européenne, hein, personne n'a vraiment envie de lâcher ce qu'il a fait
chez lui. Mais ça finit par se passer. ISF accompagne ça, mais plutôt à travers leurs représentants au niveau de Max Havelaar France. Le travail sur le terrain, lui, continue de tous les groupes locaux. En 2005, je commence à arriver vers la fin de la présentation. Moi, je vais m'arrêter en 2010 avant que Tanguy prenne la suite. En 2005, arrive un autre changement de contexte que personne n'avait vu venir et qui va être très à la fois problématique, mais qui va permettre véritablement des changements de fond dans toujours le même mouvement commerce équitable sur ces produits agricoles qui viennent des pays du Sud. Premièrement, il y a un vrai succès auprès des consommateurs dans toute l'Europe de l'Ouest. Et ça, personne ne l'a vu parce que, alors pareil, vous êtes certainement un peu jeune, mais ce milieu des années 2000, c'est le moment où prennent vraiment un peu partout, à grande échelle, des discours sur, une prise de conscience des enjeux environnementaux et sociaux, mais surtout derrière cette prise de conscience très très forte chez les jeunes, mais pas que, en fait, dans tous les franges de la population des enjeux environnementaux, la conviction que on doit et on peut essayer de changer les choses en commençant par son échelle. Donc, on va faire des choses par rapport au climat, par rapport à la consommation de l'eau, etc. Et en fait, le commerce équitable, presque par mégarde, en fait, c'est un outil qui est très simple d'accès, très facile à reconnaître à travers des logos, quel que soit l'endroit où on va faire ses courses. Et du coup, ça va tout d'un coup avoir véritablement un engouement qui le fait totalement changer d'échelle en termes d'attente des consommateurs. Sauf que, en parallèle, vont arriver aussi les premiers débats et dilemmes, d'abord internes, sur, on en reparlera certainement, sur la question des plantations et des petits producteurs. Donc, est-ce qu'on aide plutôt des agriculteurs qui ont un demi-hectare, un hectare, des toutes petites surfaces et qui sont des agriculteurs familiaux, ou est-ce qu'on aide des grandes plantations qui sont de plusieurs centaines d'hectares, dizaines au moins, voire centaines, qui ont des travailleurs salariés, ces travailleurs étant dans une situation de pauvreté et d'énuments parfois beaucoup plus complexes encore que les agriculteurs familiaux. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une concurrence parfois déloyale entre les deux. Donc, ça va être un gros débat. Il y a le débat sur la grande distribution, son rôle néfaste dans les chaînes alimentaires, et est-ce que ça n'est pas contre-productif d'être présent là-dedans. Ça naît à ce moment-là. Question sur les îlots de prospérité. Et puis, un dernier débat sur est-ce que le fait de vendre suffit à avoir de l'impact sur le terrain? Est-ce qu'on peut se dire que quand on vend 50% de plus, ça veut dire 50% d'impact en plus, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Tout ça va arriver à la fois dans des débats internes, mais aussi dans des premiers débats externes sur la place publique, et notamment la France va être une des premières touchées par un livre qui s'appelle Les coulisses du commerce équitable et qui pose, mais de manière, je vais dire, assez à charge, et essentiellement à charge, et pas toujours fondé contre le commerce équitable, en généralisant des problèmes ponctuels à tout un système. ISF va véritablement prendre participation là-dedans, hein, et là, pour le coup, pas seulement à travers un ou deux représentants, mais il y a vraiment des grands débats au sein de la fédération, dans les groupes locaux. On commence à avoir des formations sur le commerce équitable qui, justement, rentrent vraiment dans ces questions-là, puisque on comprend bien, ayant essayé de garder d'ailleurs un Géants sans frontières un rôle de quelque part, la place d'un Géants sans frontières à Max Havelaar avait toujours été de dire, on va comment dire, on va être on va essayer de faire en sorte que le système garde bien en tête ses objectifs de développement, de lien avec les producteurs, avec les enjeux sociaux dans les pays du Sud. Et cette mission-là qui est gardée, du coup, quand les débats arrivent, forcément, Géants sans frontières essaie de s'en emparer pleinement, avec beaucoup de discussions. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, ce que Julie représente ici, le commerce équitable France, qui en fait naît dans ces années-là de manière officielle, au sens où une association qui avait un autre nom, mais qui est la même association Commerce Équitable France aujourd'hui, naît justement en 2005, et Ingénieurs sans frontières décide à cette époque-là de pas seulement être à Max Havelaar, mais être aussi parmi les toutes premières organisations avec le CCFD à être dans ce qui s'appelle à l'époque la plateforme du commerce équitable, étant convaincu qu'il faut que les débats soient plus larges et prennent en compte tous les acteurs du commerce équitable sur ces questions de fond, quoi. Pour finir sur ce qui s'est passé dans la foulée, ça a été quand même le déclencheur d'une prise de conscience que ça n'allait pas, et pas seulement en France, mais tout le système international des Max Havelaar est complètement sous pression parce que grand succès, mais le système n'est pas prêt. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, en fait, il y a plein de Max Havelaar partout, il y a une gouvernance qui n'est pas bien organisée, c'est à celui qui crée le plus fort un peu. Et à part les cahiers des charges et les audits, il n'y a aucune stratégie d'ensemble, et ça, c'est pas possible quand on a un changement d'échelle pareil du commerce équitable. Donc, il va y avoir un gros travail qui se met en place pendant 3 ans, qui s'est appelé révision stratégique,
On revient sur les fondamentaux. Pas mal des débats que je vous ai dit avant sont traités et écrits noir sur blanc en issue de ce processus. Il y a notamment toute une charte fondamentale qui est adoptée par tous les Max Havelaar au niveau international dans cette fédération Flow et qui redit que l'objectif, c'est le travail pour les petits, enfin, pour qui on travaille, pour les petits producteurs et les travailleurs à travers leur organisation collective, que ce n'est pas les plantations qui sont les bénéficiaires. Donc, c'est déjà une première base pour justement poser et essayer d'arbitrer dans le débat entre plantation et agriculture familiale, qu'on peut travailler avec tous les acteurs économiques, mais à des conditions. Donc, ce n'est pas une question qu'il y a certains acteurs économiques qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. C'est une question qu'il doit y avoir des règles d'engagement minimales de toutes. Ça fait complètement écho. Vous voyez, il y a plus de 15 ans, mais ça fait complètement écho à ce que Julie est encore en train de nous présenter sur les débats actuels. Ça permet de poser des fondamentaux pour régler un certain nombre des dilemmes que je vous disais avant, sauf que forcément, ça ne les règle pas complètement, mais ça apporte énormément de clarté et je dirais un peu un fond baptismal sur lequel s'appuyer. Et puis, c'est aussi à quoi sert le système. Donc, on rappelle la stabilité économique, tout ce qu'a redit Julie, le renforcement des organisations collectives de producteurs comme de travailleurs à travers les syndicats, les questions environnementales et surtout un dialogue multi-acteurs. Surtout, pour finir, ça va déboucher sur des grands chamboulements parce que sort de ces 3 années de projet, de révision stratégique, le fait que, au niveau international, tout ce qui était les Max Havelaar vont connaître et vont décider ensemble d'avoir une centralisation des compétences, des décisions et des finances. Donc, ça veut dire que le pouvoir est retiré aux différents Max Havelaar en partie pour avoir une vraie gouvernance internationale avec une équipe internationale qui faisait autrefois que les cahiers des charges et à partir de 2009, on a peut-être une équipe internationale l'équipe internationale va être multipliée par 5. Les finances vont faire pareil et il va y avoir vraiment un conseil d'administration international qui va se mettre en place. Et puis, la deuxième chose, c'est la question de la partage de la gouvernance, puisque les producteurs, je vous en ai parlé, ils ont mis beaucoup de pression depuis le début sur le système Max Havelaar Fairtrade, entre autres, mais en fait, ils ne sont toujours pas à la table des décisions, puisque le conseil d'administration international, jusque-là, ils étaient juste invités et à voix consultative. Donc, ce qui va être la grosse discussion, c'est le partage du pouvoir à 50-50 qui va mettre beaucoup de temps et qui va n'être acté que fin 2010 avec un changement de statut enfin, avec 50% de voix pour les producteurs et surtout ces coopératives de producteurs et représentants de travailleurs sont toutes organisées dans des réseaux continentaux, continent africain, continent sud-américain, Amérique latine et puis continent asiatique. Et en fait, des moyens vont être donnés enfin pour que ces réseaux puissent avoir eux-mêmes aussi des équipes salariées, que tout le pouvoir et les moyens ne soient pas qu'en Europe ou aux États-Unis, et qu'ils aient une partie des compétences qui leur reviennent. Et donc plus de salariés qui sont gérés depuis l'Europe, on dirait comme à l'ancienne, quoi. Mais qu'enfin, il y ait véritablement un partage de l'ensemble. Alors, tout ça s'est fait, comme je vous dis, pas forcément dans la facilité. Il y a eu des crises, beaucoup de crises de gouvernance, notamment à Max Havelaar France, où Agence sans frontières s'est beaucoup investi pour essayer d'accompagner la structure qui était en difficulté parce que ces débats et des transformations pareilles ont créé beaucoup de crispations et beaucoup de questionnements très très forts. Il y a eu aussi des crises pareilles au niveau international parce que c'est compliqué en fait d'enlever le pouvoir, de le recentraliser, de le repartager avec les producteurs. Ce sont forcément des débats importants, mais je pense qu'Agence sans frontières, et encore une fois, pas que certains représentants, je vais laisser Tanguy s'exprimer un peu plus là-dessus, mais ça a été aussi des grands débats en interne de voir dans quelle mesure Agence sans frontières se positionnait à chacune de ces étapes-là. Et pour finir, parce que c'est ce qui va ouvrir la partie de Tanguy, à la fin de cette période, en 2010, il y a quand même des nouvelles choses qui apparaissent et des nouveaux enjeux. Et ça fait complètement écho à ce que nous a dit Julie. Premièrement, depuis 2006-2005, depuis les premiers questionnements, d'autres labels arrivent. C'est à la fois le label Petit Producteur qui justement va être créé par les réseaux de producteurs en 2006 en disant on ne veut pas être que lié au label Fairtrade Max Havelaar, mais on veut avoir notre label qui nous appartient pleinement à nous parce qu'ils ne se sentaient pas encore, vous voyez, en 2006, ils n'étaient pas encore du tout dans la gouvernance. Donc, c'est le label SPP qui continue à exister. Il y a un label créé par EcoCert, un autre label bioéquitable créé par des entreprises, un label aussi créé par Artisans du Monde, enfin la Fédération d'Artisans du Monde, donc c'est intéressant. Eux-mêmes aussi, qui n'étaient pas là-dedans, rentrent dans une démarche de label, mais cette fois des boutiques et des acteurs. Donc ça, c'est une première transformation. Donc il n'y a plus que ce label qui était dominant jusque-là. Il y a l'arrivée du commerce équitable Origine France.
Donc ça démarre vers 2006. C'est les démarches Biocoop, c'est les démarches paysans d'ici de la marque Éthicable, la coopérative Éthicable, et puis bien d'autres qui s'appellent pas encore Commerce Équitable, mais qui vont commencer à s'appeler comme ça et à le revendiquer à partir de ces années-là. Donc un nouveau débat et des nouveaux questionnements sur le commerce équitable, c'est pas que pour le Nord-Sud. Donc ça arrive complètement de ces années-là. Donc une concurrence de labels qui va poser question, le commerce équitable d'origine France, et puis le dernier, c'est qu'il y a d'autres labels qui n'ont rien à voir avec le commerce équitable, qui viennent d'ailleurs, qui s'appellent Rainforest et Outz, qui viennent soit de démarches de responsabilité sociale, soit de protection de la biodiversité et de la ressource forestière, qui vont de plus en plus adopter une communication, surfer sur le commerce équitable et adopter une communication très proche, et qui vont avoir plus de succès que les labels de commerce équitable tous réunis. Et ça va mettre tout le monde sous pression, de peur de se faire déposséder par des labels qui vont se réemparer de ce qu'est le commerce équitable sans en faire véritablement et sans respecter les conditions. C'était bien sûr, bien évidemment, la loi que nous expose Julie et qui est encore là à l'écran, qui a permis de poser un certain nombre de clarifications qui n'existaient pas encore à l'époque. Là, je suis encore en 2010. Vous voyez, c'est en 2014 seulement que se clarifient enfin les choses. Tanguy, je te laisse la suite. Avant que Tanguy prenne la main, je voulais juste faire une précision. Il nous reste une demi-heure. Et dans cette demi-heure, on avait prévu plutôt à la fin de rediviser les gens en sous-groupes pour poser les questions, parce qu'on avait 80 inscrits. Mais puisqu'on n'est qu'une quarantaine, je pense qu'on va rester en temps collectif et que donc dès que Tanguy aura terminé sa partie, on pourra prendre des questions. Et donc j'invite en fait chacun, ceux qui veulent poser des questions, à peut-être déjà commencer à les écrire dans l'onglet Notes partagées, qui se situe donc sur la partie gauche de votre écran, juste au-dessus de la liste des utilisateurs. Donc voilà, pour vous dire comment on va procéder. Et maintenant, Tanguy, je te laisse la main. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Tanguy Martin. Je suis membre de la fédération depuis un peu moins longtemps que Christophe. J'ai aussi été président pendant quelques années et je suis maintenant adhérent au groupe thématique d'ingénieurs d'ISF qui s'appelle Agriculture et Souveraineté Alimentaire, donc Agrista pour les intimes. Et j'ai aussi représenté la fédération au conseil d'administration de Max Havelaar France, puis au conseil d'administration de Commerce Équitable France, 3 ans à chaque fois. Et je vais essayer de repartir de là pour finir un petit peu ce qui s'est passé entre 2010 et maintenant sur le commerce équitable dans la fédération, en prenant la suite de ce que racontait Christophe. Et vous allez voir que évidemment ça s'emboîte assez efficacement, enfin en tout cas de manière logique. Donc la première chose, c'est que la thématique du commerce équitable s'insuffle dans la fédération, dans tout un tas d'activités que porte la fédération et que portent les groupes locaux de la fédération, en parallèle d'autres discours, activités, actions portées sur les questions plus larges d'agriculture, d'alimentation, mais aussi sur la question des transformations des règles du commerce international. Ce sont des choses qui nous animent à Ingénieurs sans frontières, et donc on a des ateliers, tout un tas d'activités de sensibilisation, si on reprend la dernière partie de la loi sur le commerce équitable, dans les écoles, dans les événements. Donc j'ai calculé, tous les 2 ou 3 ans, on a un week-end comme celui-ci sur le commerce équitable dans la fédération. On a des ateliers à toutes nos journées nationales qui s'appellent maintenant RESIC sur le commerce équitable. On participe aussi à l'époque à la semaine du commerce équitable, la semaine étudiante du commerce équitable qui n'existe plus aujourd'hui, mais on réinvestit ça aussi dans la quinzaine du commerce équitable, dans la semaine de la solidarité internationale. Et on a des actions plus localisées sur les campus et notamment dans l'introduction de produits issus du commerce équitable, en premier le café dans les cafétérias sur les campus d'écoles d'ingénieurs, donc quelque chose qui vient vraiment irriguer l'action des groupes locaux d'ISF, voilà, avec peut-être une évolution, je pense, à la fin des années 2000 sur aussi l'utilisation de pratiques et outils issus de l'éducation populaire pour faire passer ces messages-là. Et ça aboutit, mais on y reviendra, je pense, plus demain matin, à la création d'un consortium qui s'appelle Faire Futur, qui va jusqu'à l'idée de labelliser des écoles pour faire du commerce équitable. Je ne vais pas plus loin là-dessus, on aura le temps d'y revenir dedans. Pour reprendre un petit peu le fil de ce que disait Christophe tout à l'heure, donc en 2010, on est au CA de Max Havelaar France en période de doute et de crise. Et l'enjeu en fait qui se pose à ce moment-là, c'est comment on fait augmenter les volumes de vente du commerce équitable pour augmenter finalement
les revenus et le nombre de gens qui bénéficient, de producteurs qui bénéficient du commerce équitable, sans en baisser l'ambition générale. On est dans un mouvement où on a des grandes marques qui commencent à se positionner. On a KitKat qui passe tout son cacao des barres KitKat en commerce équitable au Royaume-Uni, pas en France. Et ça aboutit à un point de débat qui va animer les discussions, on va dire, un peu plus politiques d'ISF avec le commerce équitable, qui est la question de savoir jusqu'où on abaisse les critères des standards pour pouvoir augmenter sans baisser les impacts du commerce équitable. On y reviendra aussi d'ici une petite demi-heure avec la présentation de Frédéric Camiel sur la question des filières cacao, et notamment en Côte d'Ivoire. Et tout ça aboutit à une proposition par Max Havelaar de ne plus labelliser des produits en entier, mais de labelliser des ingrédients dans des produits, donc d'aboutir à une plaquette de cacao où on pourrait labelliser le sucre mais pas le cacao, ou le cacao mais pas le sucre, voire un pourcentage de sucre et pas tout le sucre. Et c'est ce qu'on appelle les labels ingrédients, et ça va nous animer parmi d'autres choses, mais je pense que c'est le point cristallisant, un débat en interne assez fort à Max Havelaar France, qui va nous amener à quitter le CA de Max Havelaar France en 2013 et à réinvestir le CA de Commerce Équitable France à l'époque, et qui aussi se rajoute au fait que le commerce équitable se multiplie, se démultiplie avec de nouvelles initiatives, de nouveaux labels, comme l'a expliqué Christophe. Et on va quand même rester à l'Assemblée générale de Max Havelaar France pour se battre pour que ces labels ingrédients ne soient pas appliqués en France comme ils peuvent être appliqués ailleurs dans le monde, parce que nous, les études d'impact qu'on voit passer nous montrent que c'est toujours un petit peu mieux que le commerce conventionnel, mais largement pas à la hauteur des ambitions qu'on a pour le commerce équitable. Et donc, on finit par claquer la porte en 2019 de Max Havelaar France sur ce débat-là, ce qui clôt finalement quelque chose à Max Havelaar France, puisque parmi les 3 fondateurs de l'époque, on a Peuple Solidaire qui part quasiment dans les années 2000, quand on décide que Max Havelaar France, enfin les produits labellisés Max Havelaar pourront aller dans les grandes et moyennes surfaces. Puis, au tournant des années 2010, on a AVSF qui part parce qu'on décide de pouvoir labelliser des plantations et pas uniquement des coopératives de producteurs. Et donc, 10 ans après, donc tous les 10 ans, ISF part à cause de cette question donc, de label ingrédient. Voilà. Et après, ça pose un peu l'enjeu de la position qu'on essaye, nous, d'avoir dans le commerce équitable, c'est-à-dire à la fois le faire progresser dans la sensibilisation, dans les actions en général, et se battre en interne pour qu'il garde son ambition, en tout cas la vision qu'on en a à ISF, et c'est un débat, et il s'anime au sein de CEF, donc on n'est pas en train de dire n'achetez plus de produits Max Havelaar, c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire, ou labelliser Max Havelaar, mais en tout cas, on essaye de tenir ces deux bouts, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, d'être critique en interne, mais de promouvoir le commerce équitable en général, et sa vision transformatrice de la société au plus large. Donc ça, c'est voilà, un point assez important pour nous, je pense, à ISF dans notre relation actuelle et passée sur le commerce équitable. Voilà, pour dire enfin que on participe à tous les débats, vu qu'on on a été réélu pour la 3e fois au CA de CEF, de Commerce Équitable France, cette année ou en fin d'année dernière. Là, je me souviens plus, ça doit être en fin d'année dernière. Donc, on participe à tous ces travaux, à tous les débats qui l'animent. On n'est pas juste bloqué sur cette question de label ingrédient, bien évidemment. Et on participe notamment, particulièrement, à l'émergence de la question du commerce équitable Origine France, on disait Nord-Nord il y a encore quelques années, et au fait que l'équitabilité n'est pas liée à un point de la planète, et qu'il peut y avoir, je pense que c'est quelque chose qu'on porte à ISF depuis assez longtemps, que les problématiques sont globales, même si leur intensité, leur particularité varient selon les lieux de la planète. Les problèmes de commerce et de domination dans le commerce sont globales et pas uniquement liés à un problème d'impérialisme ou de relations nord-sud. Voilà, et puis en plus se réinsuffle maintenant aussi des questions d'écologie, Julie l'a amené, et aussi des questions de genre qui commencent vraiment à prendre du poids, et fort heureusement, dans le commerce équitable. Donc voilà, comment le commerce équitable peut participer à la lutte contre le patriarcat.
J'ai aussi explosé mon temps, évidemment. Je termine pour dire que dans une dynamique, je pense, plus globale, en tout cas, la vision qu'on en a aujourd'hui à ISF Agrista, mais je pense qu'on partage avec la fédération, c'est qu'au-delà de la promotion du commerce équitable en tant que système de commerce et de faire augmenter les volumes et de conserver l'impact, c'est une vision de transformation sociale et que l'expérimentation du commerce équitable peut nous permettre de bâtir un monde où l'alimentation, où l'agriculture seraient des communs, voilà, seraient des systèmes qui seraient sortis d'une logique purement de profit, voire sortis de la logique du profit tout court, pour construire voilà, un monde où le droit à l'alimentation serait enfin respecté. Et donc, pour nous, à Ingénieurs sans frontières Agrista, ça passe par la construction d'une sécurité sociale de l'alimentation et tout ce que produit aujourd'hui d'expérience, de connaissances, le commerce équitable permet d'envisager la création de ce type de système et de monter en échelle, si on reprend un petit peu le schéma que montrait Julie tout à l'heure, c'est-à-dire que le commerce équitable devienne la norme finalement et pas juste une niche. Et sur des points très concrets, en fait, qu'est-ce que c'est un prix juste? Comment on construit un prix juste? Le commerce équitable, il travaille là-dessus, on travaille là-dessus depuis plus d'une trentaine d'années. Et donc, le jour où on devra définir ça dans la loi et pas uniquement dans une initiative volontaire commerciale, eh bien, on saura sur quoi s'appuyer, on aura des pratiques et on partira pas de zéro pour inventer quelque chose qui est somme toute assez compliqué. Donc voilà, le commerce équitable a une valeur en soi, mais elle a aussi une valeur de déjà là, de briques pour construire un monde plus juste et solidaire. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est toujours investi malgré tous les débats qu'on a pu avoir à Ingénieurs sans frontières sur le commerce équitable. Et c'est pour ça qu'on s'y investit toujours, même si on n'est pas d'accord avec tout le monde et qu'il faut faire vivre ce débat et qu'il est fécond.